Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier La ferme des animaux. Il s'agit d'un roman de George Orwell, publié en 1945. La scène se passe dans la ferme de Monsieur Jones et de Madame Jones. Sage l'Ancien, un vieux cochon qui a fait un rêve la nuit dernière, fixe un rendez-vous à tous les animaux dans la grange. Sage l'Ancien leur dit que les animaux travaillent durant toute leur existence et qu'une fois qu'ils ne sont plus bons à rien, ils sont égorgés. Les animaux ne savent pas ce que c'est que d'être libres, ils ne connaissent que l'esclavagisme. Il dit que c'est l'homme qui se situe en haut de la pyramide, bien qu'il est incapable de faire ce que les animaux font comme travail. Pour se débarrasser des maux apportés par l'homme, il propose de s'en débarrasser et de faire un soulèvement. Sage l'Ancien dit que dans son rêve, il a vu une terre sans hommes. Il s'est ressouvenu aussi d'une chanson de son enfance qui s'appelle « Bête d'Angleterre ». Tous les animaux se mettent tous à chanter. Monsieur Jones est réveillé par le tapage. Il tire sur la grange et la réunion prend fin. Sage l'Ancien meurt 3 nuits plus tard. Il y a 2 cochons qui se distinguent des autres animaux. Il y a Boule de Neige et Napoléon. Ils montent un système de pensée qui s'appelle l'animalisme. Contre l'idée de l'animalisme, il y a Moïse, qui est un corbeau. Il dit qu'après la mort, les animaux s'en vont dans la montagne de sucre-candi. Monsieur Jones s'occupe mal de sa ferme. Il est la plupart du temps soûl, ce qui l'empêche de faire correctement son travail. Un jour, il oublie de nourrir les animaux. Ces derniers décident de casser la porte de la remise pour se servir eux-mêmes. Monsieur Jones et ses ouvriers viennent pour les fouetter. Les animaux se rebellent et les hommes partent de la ferme. Les animaux décident de brûler tout ce qui entravait leur liberté et ils chantent Bête d'Angleterre. Ils rebaptisent la ferme du manoir en ferme des animaux. Sur la grange, ils écrivent 7 commandements qui sont les suivants. Ils travaillent dur, mais ils ont une bonne récolte. Déjà, les cochons semblent au-dessus des autres animaux. Ce sont les animaux qui donnent les ordres et ils s'accordent certains privilèges. Boule de Neige crée leur drapeau. Il est vert avec une corne et un sabot. Les animaux apprennent à lire et à écrire. La ferme du manoir a 2 voisins, Foxwood, tenu par Monsieur Pilkington, et Pinchfield, tenu par Monsieur Frédéric. Jones et les ouvriers des 2 autres fermes retournent à la ferme du manoir. Les animaux les attendent et se battent avec eux. Les hommes prennent une 2e fois la fuite. Les animaux célèbrent cette réussite. Les 2 cochons les plus éminents s'opposent. Boule de Neige veut construire un moulin à vent, tandis que Napoléon s'y oppose. Lors d'un discours de Boule de Neige, des chiens entrent dans la salle. Ils poursuivent Boule de Neige. On le voit s'enfuir, mais on ne sait pas ce qu'il devient. Les animaux apprennent que Napoléon a ravi 9 chiots à une mère et qu'il les a élevés pour qu'ils deviennent féroces. Napoléon fait suspendre leur débat public. Les décisions ne se prendront qu'entre cochons. Le rôle de Boule de Neige lors de la bataille de l'étable est abaissé et il devient un bouc émissaire. Napoléon décide de construire le moulin à vent en volant les plans de Boule de Neige tout en faisant croire que c'est Boule de Neige qui les a volés. Ils construisent le moulin à vent et ils en ressentent beaucoup de difficultés. La ferme commence ses échanges avec les fermes voisines. Les cochons commencent à habiter la maison de Monsieur Jones. Ils y prennent leur repas et dorment dans les lits. Un jour, le vent souffle un peu trop fort et le moulin s'effondre. Napoléon dit que c'est la faute de Boule de Neige. Il décide de reconstruire le moulin. La nourriture vient à manquer.
Les cochons décident de vendre les œufs des poules en échange de farine et de grains. Bri Babil interdit de chanter Bête d'Angleterre et il y a un nouveau chant à la place. Un commandement est changé. Maintenant c'est inscrit qu'un autre animal n'a pas le droit de tuer un autre sans raison valable. Les animaux travaillent de plus en plus dur. Napoléon s'accorde des récompenses lui-même et fait un culte de la personnalité. Frédéric et ses hommes entrent dans la ferme. Ils ont des fusils et tirent sur les animaux. Ils détruisent le moulin à vent avec des explosifs. De colère, les animaux se battent avec les hommes. Certains animaux périssent. Ils reprennent pour la 3e fois la construction du moulin. Une nuit, les animaux s'aperçoivent qu'un autre ordre sur la grange a été changé. Il s'agit du fait de ne pas boire d'alcool. Malabar est celui qui travaille le plus à la construction du moulin. Son fort gabarit lui permet de transporter des pierres qui sont plus lourdes pour les autres animaux. Mais il vieillit, et un jour il lui arrive un accident. Bri Babil dit qu'il va être transporté à l'hôpital pour y être soigné. Au milieu d'une journée, un fourgon vient chercher Malabar. Benjamin est le seul à se rendre compte qu'il s'agit d'un fourgon pour abattre Malabar et en faire de la colle. Au fil des années, les animaux meurent. La ferme s'est enrichie, mais pas les animaux, mis à part les cochons. Un jour, les animaux voient les cochons se tenir sur leurs 2 pattes de derrière. Napoléon porte un fouet. Sur le mur de la grange, il n'y a plus qu'un seul commandement, et il a été changé. Il devient le suivant. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Les animaux regardent par la fenêtre de l'ancienne maison de Jones. Ils y voient des cochons attablés avec des humains. On y parle de la ferme des animaux, où les animaux travaillent plus dur et reçoivent moins de nourriture que les autres des autres fermes. Les animaux se rendent compte que les cochons ressemblent beaucoup aux hommes et vice-versa. La ferme des animaux est un roman très sombre. Il ne faut pas le lire quand on est en dépression. On se rend compte que le gentil, Snowball, est viré, sans aucun jugement. On ne sait même pas ce qu'il est devenu. À la place, on a un Napoléon qui se fait respecter par tout le monde, car soit il leur met de fausses idées dans le crâne, soit parce qu'il leur fait peur. La seule façon d'arriver en haut de pouvoir est de mentir et de se servir de moyens d'oppression. Beaucoup de films et de dessins animés ont changé la fin de l'histoire. Ils font mention d'un soulèvement ou du moins de la fin du règne des cochons. Le livre est beaucoup plus sombre car il n'y a pas de soulèvement. Les animaux constatent juste que les cochons sont devenus comme les hommes et la situation en reste là. Il y a divers personnages dans ce roman qui ont une corrélation avec l'histoire. Il y a tout d'abord les 3 cochons les plus importants. Sage l'Ancien serait une représentation de Karl Marx et de Lénine, Napoléon représenterait Staline et Boule de Neige, Léon Trotsky. Il y a aussi des hommes. Monsieur Jones représenterait le tsar Nicolas II. Monsieur Frédéric, le propriétaire de Pinchfield, représenterait l'Allemagne et Hitler. Monsieur Pilkington, le propriétaire de Foxwood, représenterait l'Angleterre. Au niveau des autres animaux, Malabar représenterait les stakhanovistes, car il croit que la solution des problèmes réside dans davantage de labeur. Luby représente ceux qui ont quitté la Russie dès qu'elle a commencé à changer. Les chiens font office de KGB, les pigeons servent de propagande pour propager les idées. Benjamin serait George Orwell lui-même. Orwell s'est inspiré de l'URSS pour écrire son histoire, mais on s'aperçoit que celle-ci peut coller à beaucoup de situations, à toutes les époques et à tous les lieux. À chaque fois, partout dans le monde, nous avons une classe dite supérieure qui ne fait rien, qui profite du travail des autres, qui a un salaire qu'il ne mérite pas et qui s'accorde des privilèges. Malabar représente la quasi-totalité des personnes qui travaillent et qui ne reçoivent pas assez d'argent compte tenu de leur travail. Il est l'image des personnes qui se font exploiter. L'histoire commence mal et elle finit encore plus mal. Entre deux, on a une période d'accalmie, qui n'est pas vraiment une période d'accalmie d'ailleurs. Les animaux espèrent, et en espérant on n'a pas, mais on rêve, on peut être heureux.
Au final, les animaux étaient mieux avec Monsieur Jones. Ils n'étaient pas libres, ils travaillaient beaucoup, mais moins que sous le règne des cochons. Ils mangeaient également plus avec Monsieur Jones. On passe d'une valeur de liberté à une idéologie de travailler encore plus. En plus d'être esclaves des cochons, les animaux sont aussi esclaves de leur travail. Ils ont l'impression de ne jamais travailler assez. Finalement, le rêve de Sage l'Ancien n'est resté qu'un rêve. La liberté des cochons, leur luxe, ne se fait que sur le dos des autres. On se rend bien compte que les gens, quand ils ne sont plus opprimés, qu'ils sont enfin libres, ils ne peuvent pas goûter à leur liberté, car ils passent leur temps à vouloir l'enlever à celle des autres. Au début du roman, Napoléon apparaît comme un cochon quelconque, mais peu à peu, il devient un tyran avec tout ce qui l'accompagne. Remise de titres, privilèges, culte de la personnalité. Les cochons, au lieu de se souvenir de ce qu'ils étaient, car eux aussi étaient esclaves de Jones, ils oublient tout ça et au contraire sont encore pires que Jones. Ils s'habituent à leur nouveau mode de vie et trouvent même des justifications. La justification réside souvent dans un travail qui serait un travail intellectuel. Finalement, Napoléon est très bien protégé. On a les cochons, les privilégiés qui prennent tous sa défense car sûrement qu'ils n'ont pas envie de perdre leurs privilèges. On a une autre partie qui se constitue des moutons, qui prennent très au sérieux ce que dit Napoléon ou Bricq-Babil. Les moutons ne réfléchissent pas par eux-mêmes, ils pensent ce qu'on leur donne à penser. On leur donne des slogans tout simples à scander qu'ils répètent machinalement. Il y a ceux qui pensent qu'il faut toujours travailler plus. Il y a ceux qui partent de la ferme avec les cochons, ils perdent certains avantages. Le seul à voir correctement la situation est Benjamin. Et puis finalement, il n'y a personne qui se rebelle contre Napoléon. Le nombre est à 0%. L'immense majorité ne voit pas le mal que Napoléon fait et pour une petite minorité qui s'en aperçoit, ils ne peuvent rien faire, sinon ils seront attaqués par les chiens. En plus de faire de la propagande à l'intérieur de la ferme, ils veulent également envoyer une bonne image à l'extérieur qui n'est pas la bonne. Ils veulent faire croire que les animaux sont heureux, qu'ils mangent à leur faim, qu'ils ne travaillent pas comme des acharnés. À la fin, on voit que le fait de faire circuler de fausses informations change les opinions des gens. Les cochons comptent aussi sur le temps qui fait oublier les choses telles qu'elles se sont passées. Ils profitent aussi des doutes des gens, du fait de leur soi-disant infériorité car ils sont dans la force physique et non intellectuelle. Ils profitent aussi du fait qu'ils ne se servent que de leur tête pour se rappeler les choses et qu'ils n'ont pas de documents officiels. Les cochons deviennent de plus en plus humains. Ils boivent, ils dorment dans les lits, ils se tiennent debout, ils font du commerce. D'ailleurs, à la fin du roman, les animaux ne font plus la différence entre les hommes et les cochons. Les cochons, eux, sont doublement plus libres. Ils ne travaillent pas et ils n'ont pas de supérieurs car ce sont eux qui sont en haut de la pyramide. Il n'y a personne au-dessus d'eux. Les cochons disent à un moment que la racine du mal est l'homme. Or, le mal, c'est cette aspiration au pouvoir, cette supériorité que l'on croit sur les autres, cette manière de leur entraver leur liberté d'agir et d'avoir ses propres idées. Les cochons s'appuient beaucoup sur la pureté des autres pour fonder leur idéologie. Ils se basent sur Malabar qui travaille sans compter. Ils se basent aussi sur Sage l'Ancien qui ne voulait que du bien aux animaux. Finalement, la propagande ne se base que sur les rêveurs et sur des personnes aveugles. Ce furent encore des acclamations chaleureuses et les chopes furent vidées avec entrain. Mais alors que les animaux observaient la scène du dehors, il leur parut que quelque chose de bizarre était en train de se passer. Pour quelle raison les traits des cochons n'étaient-ils plus tout à fait les mêmes? Les yeux fatigués de Douce glissaient d'un visage à l'autre. Certains avaient un quintuple menton, d'autres avaient le menton quadruple et d'autres triple. Mais qu'est-ce que c'était qui avait l'air de se dissoudre, de s'effondrer, de se métamorphoser? Les applaudissements s'étaient tus. Les convives reprirent la partie de cartes interrompue et les animaux silencieux filèrent en catimini. Ils n'avaient pas fait 20 mètres qu'ils furent cloués sur place. Des vociférations partaient de la maison.
Ils se hâtèrent de revenir mettre le nez à la fenêtre, et, de fait, une querelle violente était en cours. Ce n'était que cris, coups assénés sur la table, regards aigus et soupçonneux, dénégations furibondes. La cause du charivari semblait due au fait que Napoléon et M. Pilkington avaient abattu un as de pique en même temps. 12 voix coléreuses criaient, elles étaient toutes les mêmes. Il n'y avait plus maintenant à se faire de questions sur les traits altérés des cochons. Dehors, les yeux des animaux allaient du cochon à l'homme, et de l'homme au cochon, et de nouveau du cochon à l'homme, mais déjà il était impossible de distinguer l'un de l'autre.